Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer un sujet qu'il était impossible que je ne traite pas, qui est pour moi un sujet vraiment important dans le parcours de soins, même s'il arrive après les traitements. C'est le sujet de l'après-cancer. L'après-cancer, c'est un sujet, je trouve, qui est sous-estimé, qui est malheureusement plus vécu par les personnes malades intérieurement, on va dire. On commence à avoir un petit peu, les gens commencent à en parler, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas quand on parle de cancer. En tout cas, très peu, je trouve, pour la complexité que ça peut être et voilà, c'est un sujet qui mérite toute sa place dans le sens où il est aussi important, je trouve, que le parcours de soins en lui-même et qui peut être des fois plus fastidieux, même si les traitements sont terminés ou voilà que la maladie est stabilisée dans certains cas. Il peut être douloureux, il peut être compliqué. Voilà, on peut parler de différents items comme l'entourage qui ne comprend pas toujours que on a besoin de temps en fait pour récupérer après un tel choc, une telle épreuve. Le suivi du jour au lendemain qui peut s'espacer. La reprise du travail également, la peur de la récidive qui est une grosse thématique. Reprendre un quotidien après tout ça en fait, c'est après ça. Comment on fait? On peut pas revivre normalement. Alors, du coup, je vais évoquer différents sujets qui pour moi sont importants après l'après-cancer. Donc je vais encore bien sûr m'appuyer un petit peu sur mon expérience à moi, mais ce que j'ai pu aussi observer autour de moi, auprès des personnes qui étaient malades, auprès de témoignages que j'ai pu lire. Et vous, dans un second temps, si vous avez envie de me partager comment ça a été pour vous, cette phase d'après-cancer. Une phase qui peut durer plus ou moins longtemps en fait, c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, faut pas se mettre la pression de devoir la vivre rapidement. C'est normal en fait d'avoir besoin de temps après un tel chaos qui arrive dans votre vie et de toute façon vous ne pouvez pas revivre normalement. Ça me paraît complètement impossible. Normalement dans le sens, si on peut reprendre une vie normale mais pas dans le sens revivre tout pareil comme avant. Je pense que voilà, ça enlève une certaine innocence et on se connecte beaucoup plus à l'instant présent. En tout cas, dans mon cas, on a beaucoup plus de gratitude envers ce qu'on a. Voilà, en fait, c'est revivre différemment. Reprendre un quotidien bien sûr, mais vivre complètement. Je pense que moi, en fait, il y a, par exemple dans mon cas, je vous donne la Gladys, il y a la Gladys avant traitement et la Gladys post-traitement clairement. Et ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi le temps qui a passé. Moi, ça va faire 7 ans cette année, en fin d'année. Mais oui, on peut pas revivre, c'est sûr qu'il y a des choses qui cheminent en nous et ouais, c'est une sorte d'électrochoc. Ouais, donc ça bouscule, ça bouscule un peu, donc pour moi, il y a un avant et un après maladie. En tout cas, dans ma vérité à moi, après, vous vous retrouverez peut-être pas, et c'est complètement ok. Mais voilà, moi je trouve que la maladie, ça transforme, ça peut aussi ça fait très mal, mais ça transforme aussi, et ça peut transformer également dans le bon sens. C'est un peu le message que je veux véhiculer aussi dans ce podcast, c'est qu'une épreuve, aussi dure soit-elle, ça peut être vraiment révélateur et on peut en sortir plus grand, plus fort, plus éveillé, plus grandi quoi. Donc voilà, je vais évoquer les différentes thématiques qui pour moi ont été compliquées ou que j'observe qui peuvent être compliquées pour les gens qui sortent du coup de traitement pour le cancer. Tout d'abord, il y a tout cet effet j'ai souvent entendu, mais voilà, c'est plutôt de la méconnaissance, c'est pas de la méchanceté auprès de l'entourage. C'est en fait on entend beaucoup, c'est bon, c'est fini, tu vas pouvoir passer à autre chose, c'est terminé, c'est bon, t'es guéri. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un temps de rémission après le cancer et en général on a un suivi quand même rapproché au début. Dans mon cas, c'était tous les 3 mois. Au début j'avais une prise de sang. Si la prise de sang était bonne, ça allait pas plus loin, mais sinon il y avait un TEP scan à passer.
Ça n'a pas été mon cas pour moi, je suis restée aux prises de sang et j'avais une palpation, je voyais mon hématologue tous les 3 mois et j'avais une palpation au niveau du cou pour voir s'il n'y avait pas de ganglion qui revenait. Mais on entend souvent oui c'est terminé, tu peux passer à autre chose, reste pas bloqué là-dessus, voilà. C'est plus, je pense que c'est les gens, ils ont envie de nous voir bien et nous voir aller de l'avant, mais en fait il faut accepter que des fois ça prend plus de temps et en fait c'est pas anodin ce qu'on vient de traverser. Alors dans mon cas on m'a pas parlé de mort, mais il y a ce truc avec la santé et cette peur de que les traitements fonctionnent pas, que voilà. Donc en fait quand on est en rémission, ok c'est un soulagement, mais en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Déjà on doit récupérer petit à petit notre énergie, parce que mine de rien on a eu des traitements qui nous ont bien flingués. Alors certes ils ont bien tué le cancer, mais voilà, notre corps a pris cher, si on peut dire. Ça se fait pas du jour au lendemain, cette récupération. Il faut du temps. Le temps plus ou moins, qu'il nous faudra à chacun. Mais il faut du temps. Moi, je trouve que le temps, et pour l'avoir vécu, moi, j'irai jamais dire à une personne... ah ouais c'est bon, passe à autre chose, c'est fini, c'est derrière toi. J'accueillerai plutôt ce qu'elle me dit en fait. Parce qu'en fait, elle a un cheminement propre à elle et c'est ok. Et je pense que dans la plupart des cas, les gens qui disent ça, c'est ils veulent voir leurs proches bien, ils veulent éviter, c'est vrai qu'ils ont souvent, la plupart du coup, ont pu côtoyer la maladie au quotidien aussi avec leurs proches. Et je pense que quand ça se termine, il y a une sorte de soulagement parce que pour le coup, un aidant, c'est vrai qu'il a pas le contrôle sur grand chose. Il doit juste attendre que ça passe et il voit la personne malade plus ou moins s'en sortir avec des difficultés. Voilà, je pense que c'est vraiment... Être aidant, c'est aussi beaucoup d'impuissance et on aimerait faire plus des fois et du coup je pense que dans la plupart des cas, cette phrase elle est veillante. Mais c'est vrai que ça peut passer pour... nous on peut le ressentir comme pas écouté, pas entendu sur ce que nous on ressent à l'intérieur. Donc moi je vous conseillerais vraiment de trouver des apports, alors soit sur les réseaux, vous avez quand même pas mal de comptes maintenant qui parlent de leur traitement, des chemins face à la maladie, mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'hôpital, il y a des associations, il y a des groupes de parole pour le lymphome, alors à l'époque quand j'étais suivie c'était France Lymphome Espoir. Maintenant c'est Ellie, donc il y a tous ces assos et voilà pour chaque... Des fois vous avez même des assos pour chaque thématique de cancer, donc renseignez-vous, pensez à demander à l'hôpital, normalement ils doivent vous orienter pour voir ce qui se passe un peu autour de chez vous. Ça évite en fait de rester seul, parce que il y a une deuxième chose qui rentre en compte dans ce cas-là et qui n'est pas anodine, c'est vraiment... la peur de la récidive, elle est énorme la première année. Moi en tout cas, elle était forte. Parce qu'on dit que la première année, c'est un peu l'année test, en mode c'est là où il y a le plus de récidives en général. Donc vous êtes encore fragilisé en fonction de ce que vous vivez. Des fois il y a une sorte de culpabilité aussi de peut-être pas réussir à prendre soin de vous. Voilà, moi je sais que l'année suivant mon cancer, je fais face un peu à des chocs émotionnels et je culpabilisais énormément de pas réussir à prendre soin de moi. En plus moi c'est vrai qu'il y a eu le Covid dans cette période. Bon, le Covid en lui-même ne m'a pas trop stressée. Au final, je me suis retrouvée avec moi-même en confinement et mon conjoint et c'était très bien comme ça. Voilà, il y a des choses plus personnelles qui sont arrivées et qui étaient compliquées à gérer alors que moi, je devais me recentrer sur moi et j'avais des situations qui faisaient que je n'arrivais pas à lâcher prise, quoi. Donc j'avais énormément de culpabilité là-dessus. J'avais peur de récidiver parce que pour moi, il y a toujours une grande part de psychologique aussi dans les cancers. Pas toujours, mais je pense qu'un cancer, c'est pas quand même anodin. Il y aura un épisode d'ailleurs qui sera consacré à ça, de la signification émotionnelle des maladies, que oui certes elle est physique mais souvent il y a une part d'émotionnel. Des fois c'est compliqué, l'énergie elle est pas là, vous arrivez pas à retrouver votre énergie d'avant, je dis n'importe quoi, vous faisiez beaucoup de sport avant et vous avez du mal à retrouver vos capacités physiques d'avant, c'est compliqué, faut laisser le temps au temps en fait. Et voilà, donc vraiment l'après-cancer pour moi c'est un temps aussi important que pendant les traitements, où il faut prendre soin de soi, où il faut être bienveillant avec soi-même, faut s'entourer de personnes aussi qui vous comprennent, qui vous comprennent, en tout cas qui essayent de comprendre, parce que voilà, comme je vous dis, ils n'ont pas forcément tous vécu, mais il y a des gens je pense qui comprennent que voilà, vous avez besoin de temps. Le fait qu'il y ait des suivis aussi qui s'espacent d'un coup, je pense aux gens... même qui sont peut-être un peu isolés et du coup qui se retrouvent du jour au lendemain, alors avec des chimios peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, des passages infirmiers réguliers, des fois quotidiens, et du jour au lendemain c'est bon, vous êtes en rémission, et du coup je trouve qu'il n'y a pas de transition. Il
n'y a pas beaucoup de juste milieu. C'est un suivi très très rapproché qui même des fois est un peu lourd. Moi je me rappelle, j'avais un passage infirmier tous les jours quoi. À un moment, parce que du coup j'avais déclaré une phlébite, donc j'avais des anticoagulants à mettre et au début c'était eux qui me faisaient mes piqûres, enfin bref. C'était un peu voilà, ça prend dans le quotidien, faut de la telle heure chez soi. Et je pense aux gens qui sont isolés, parce que moi c'était pas mon cas, j'étais bien entourée. Bah ouais, c'est dur parce que pendant X temps, bah on nous a un petit peu, voilà, on nous cajole, on prend soin de nous, hein, mine de rien. Et en fait, ça s'arrête du jour au lendemain. C'est compliqué j'imagine. Ça s'arrête du jour au lendemain et c'est retrouver aussi l'identité, qui je suis après cette maladie en fait, parce que je ne suis plus la Gladys d'avant en fait. Il y a toute une problématique avec le je suis, je trouve, se réapproprier ce nouveau physique avec voilà les cheveux qui ont pu tomber, ce nouveau physique des fois on a maigri, des fois on a grossi, c'est énormément de critères qui rentrent en compte et c'est pour ça je trouve que c'est un sujet, faut vraiment le prendre au sérieux quoi. Il y a également tout ce qui est reprise de travail en fonction des cas, moi c'est vrai que j'étais pas titularisée avant de tomber malade, je faisais des CDD, des remplacements dans le social, et du coup j'avais dû un petit peu arrêter mon taf du jour au lendemain, et c'était la grosse question, est-ce que je vais retrouver quelque chose qui va, voilà, est-ce que je vais pas être trop fatiguée, est-ce que mon qu'est-ce que je dis de mon trou dans mon CV de plus d'un an, c'est ça en fait, qu'est-ce que je raconte en fait de tout ça, est-ce que je dis la vérité, est-ce que j'en parle pas, est-ce que je trouve et ouais c'est compliqué. Au niveau du travail, on a peur aussi de... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tout ce qui est mi-temps thérapeutique, tout ça. Moi, dans mon cas, j'ai réussi à reprendre à temps plein. J'avais trouvé un boulot en horaire de journée. Donc ça me rassurait plutôt pour voir. Et c'était un remplacement d'1 mois, donc je m'étais dit, au pire, t'as rien à perdre. C'est trop fatigant, voilà, tu trouveras autre chose. Et c'est vrai que j'avais peur de repartir sur des... Parce que j'étais plutôt en horaire décalé avant de tomber malade. Donc en 14-22, 14-23 ou 7-14. Donc là, voilà, 9-17, parfait. Donc pour le coup c'était un petit peu loin de chez moi, donc après ça a pas duré sur le long terme parce qu'ils m'ont prolongé, mais c'était compliqué. Mais voilà, je suis tombée sur une personne vraiment chouette au niveau du chef de service et j'ai préféré en parler ouvertement dans ma présentation de parcours en fait. Je dis que là j'ai eu des gros problèmes de santé qui expliquaient le trou dans mon CV et voilà, on a un petit peu échangé, c'était hyper bienveillant, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'était pas, oui ça va être un problème, après bon c'était pas pour un CDI, donc j'ai repris comme ça petit à petit dans des remplacements, j'ai pu trouver du coup un remplacement après un long remplacement de 10 mois et dans la boîte après où ils m'ont titularisé et où j'ai pu rester 5 ans. Je viens de finir là en fin 2025. Voilà, par choix, parce que ça résonne plus beaucoup avec qui je suis devenue et j'avais envie d'autre chose. Et voilà, je suis en train de réécrire un nouveau chapitre qui est un peu flou encore aujourd'hui, mais ça va aller vers quelque chose de nouveau. Et voilà, je suis très contente de m'être écoutée là-dessus. Rien que par respect pour les gens que j'accompagne. Et ouais, par moi-même, par amour de moi-même. Ce que je pense j'aurais été incapable de faire à l'époque, avant cancer. Je pense que je serais restée dans une situation qui ne me convenait pas, juste voilà, par sécurité financière et voilà, par stabilité. Et c'est plus trop mon credo aujourd'hui, je vous avoue. Donc voilà, petit aparté. Donc ouais, c'est cette reprise du travail qui peut être compliquée. Peur que ouais, on soit un petit peu rejeté par les employeurs parce que voilà, peur de nous engager à cause de cette épée Damoclès sur la tête. Hein, parce que cette épée de Damoclès elle est bien présente aussi. Donc voilà, on parle aussi de l'angoisse avant chaque examen, surtout les premiers examens. Et c'est un stress qui reste perpétuel et dès qu'on a un petit truc ou une petite gêne au niveau de la zone, par exemple on a eu le cancer, ouais c'est stressant. Clairement, j'ai pu avoir un petit peu mal à un moment et je me rappelle j'avais bien stressé, c'était rien, c'est bénin. Et c'est aussi ouais, en plus de la fatigue, c'est des effets secondaires qui sont peut-être encore là. Voilà, ça peut être des cheveux qui repoussent pas bien. Moi je vous parlais de ma salive que j'ai fini par retrouver, mais ça aurait pu être tout autre. Voilà, et un manque d'orientation, hein, je trouve. On nous laisse un petit peu seuls. J'espère que ce sera amené à évoluer et c'est vrai que moi je parle en tant que patiente qui a été suivie déjà il y a plus de 7 ans, donc peut-être que ça a évolué. Vous pourrez me dire en MP ou en commentaire, ou voilà, en me partageant tout votre témoignage, mais voilà, c'est toutes ces choses et c'est hyper important de prendre le temps et en vrai, il n'y a pas de temps limite. Prenez le temps que vous avez besoin. Moi, vous voyez, j'avais arrêté les traitements en novembre 2019. J'étais partie au Maroc tout le mois de décembre pour vraiment me ressourcer et ensuite je m'étais dit, allez, j'aimerais bien reprendre vers mars, voilà.
Et évidemment, mars, c'était le moment où on a confiné. Et je vous avoue que j'étais pas hyper chaude de reprendre en plein Covid, dans le sens où j'étais encore sous antibiotiques antibactériens et antivirus, parce que clairement, j'avais pas du tout récupéré mon immunité. Niveau lymphocytes, donc globules blancs, j'étais très bas. Non, on va éviter, on va rester un petit peu, on va prolonger le confinement. Et voilà, j'ai repris en septembre 2020 et tout s'est très bien passé. Et je me dis, peut-être que si j'avais repris trop précipitamment, peut-être que non, en fait, je l'aurais pas... Ça aurait été compliqué. J'aurais pas pu reprendre à temps plein, j'aurais dû passer par un mi-temps, j'aurais été trop fatiguée. Voilà, on sait jamais, hein, notre corps, il a besoin de temps pour récupérer, en fait. C'est ça, vraiment, c'est une période aussi où faut être patiente et bienveillante avec soi, je trouve. Voilà. Donc, écoutez... si ça vous a inspiré cet épisode, si vous avez envie de partager vous votre vécu avec l'après-cancer, si vous avez vécu des périodes aussi difficiles, hein, ça peut, que ce soit en reprise du travail ou voilà, reprise de l'énergie derrière, ou qui a été compliqué d'accepter, de reprendre une vie normale après tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour finir, je vais procéder comme la dernière fois sur l'épisode de la perte de cheveux. Il y a un texte, ça m'a inspiré un texte encore, cette histoire d'après-cancer. Comme je vous le dis, c'est pas une étape anodine. Donc je vous laisse avec mon petit texte, j'espère qu'il vous parlera, ou voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. L'après-cancer, il arrive sans crier gare. On l'attend impatiemment. Mais il arrive parfois limite trop tôt, comme un grand vide qui se fait en nous. Nous sortons de l'hôpital, de ce suivi très rapproché, à parfois pas grand-chose. Cette transition peut être brutale, parfois violente. Le suivi contre le cancer qui rythmait nos journées n'est plus là. Et nous devons réapprendre à vivre après tout ça. Mais comment on fait concrètement ? Il faudra du temps, c'est sûr. Mais ça se fera. Il faudra se réapproprier ce corps, abîmé par les traitements. Récupérer notre vitalité perdue quand cela est possible. Essayer de reprendre une activité professionnelle. Patience et bienveillance seront nos meilleurs alliés dans cette période. Et cette peur constante, au début de la rémission on en parle, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette peur que la maladie revienne sans prévenir, même s'il faut dire, on est beaucoup plus vigilant après tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vivra plus jamais comme avant, car quelque chose a changé à l'intérieur de nous. L'innocence envolée, nous avons découvert une part de nous qu'on sous-estimait ou qu'on ne connaissait parfois même pas. On ne sait pas vraiment comment on a fait, mais on est là, debout, après tout ce que nous avons traversé. On vous dira souvent que de toute façon, on n'avait pas le choix. L'après-cancer, c'est aussi le moment où on réalise parfois tout ce qu'on a traversé. Car il faut le dire, pendant les traitements, on ne reste pas à méditer des longues heures. On y va en pilote automatique, sans trop se poser de questions, car il faut se battre si on veut vivre. L'après-cancer, c'est aussi une phase où on se réapproprie la vie, où on se reconnecte avec le cœur, où on profite de l'instant. Car parfois, le cancer a été synonyme de traverser des ténèbres. On crée des connexions auprès des gens qui ont vécu la même étape que nous, et qui comprennent ce qu'on a vécu. Certes, nous avons vécu le chaos, mais ce que je peux dire dans ma situation, c'est que cette expérience est venue me réaligner, me connecter à qui j'étais vraiment, m'aimer davantage, même si c'est un travail d'une vie. La maladie, je la remercie souvent, car je ne serais pas celle que je suis devenue actuellement. Aujourd'hui, je ne reste plus là où on ne m'attend pas. J'accorde de l'importance aux personnes qui m'aiment, pour qui je suis, et quand je vois le chemin parcouru, je ne peux que vous partager la phrase de Jean Daumerson. Merci pour les roses, merci pour les épines. Car tout est nuance dans la vie, et même dans les pires épreuves, il y a toujours du beau à en retirer. Merci la vie pour le chemin, aussi dur soit-il, il a fait de moi la personne que je suis, et je l'aime bien plus qu'il y a 10 ans. Prenez soin de vous, et surtout prenez le temps nécessaire pour vous remettre de tout ça. Avec toute ma bienveillance, Gladys. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.